Donc Thierry Auxerre et Maud Surrucle-Natal vont nous parler de la Biennale des langues, qui est une création de la caravane des 10 mots. Une belle aventure. Voilà, je les laisse. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Buenos días. C'est très heureux d'être parmi vous. Merci à l'organisation et à Christian qu'on s'était rencontrés lors de cette biennale. Donc, du coup, merci de nous avoir invités et puis de pouvoir vous présenter ce projet. Alors, quelques mots d'introduction. Je vais essayer de rapidement présenter d'où vient cette aventure de la Biennale. Alors, tout d'abord, me présenter, moi je suis un rêveur, donc du coup, enfin, si je peux exprimer ça comme ça, un homo sapiens qui essaye de rêver, faire rêver, donc artiste, tout d'abord chanteur, puis après comédien. Quand je me suis formé à la Commedia dell'arte, c'est une discipline italienne, avec le Piccolo Teatro de Milano, et puis j'ai intégré une compagnie qui s'appelait les Scalzacani, dans lequel on était 6 comédiens, et j'étais le seul comédien de langue française maternelle. Donc il y avait un finlandais, un anglais, une allemande, un italien, un espagnol. Et nous travaillions en franco-italien. Et dans les pièces que nous jouions à l'époque, qui étaient souvent aussi chantées, la trame était en français et régulièrement chacun faisait des altérations dans sa langue maternelle ou autre d'ailleurs. Et c'était très très bien reçu à l'époque, c'était dans les années 84 et ça m'a donné vraiment ce goût du plurilinguisme dans les spectacles. Ensuite on a créé notre compagnie, le Théâtre des Asphodèles, vous voyez en haut là. Alors la compagnie des Asphodèles, ça m'a tout de suite donné l'idée de pouvoir créer en plurilingue, c'est-à-dire d'essayer de faire ces créations dans diverses langues sur le plateau, d'essayer de les faire vivre. Et donc on a créé comme ça des pièces au Mozambique franco-portugais, on a créé une pièce franco-polonaise, c'était vraiment totalement bilingue, on est allé en Chine, on a créé une pièce avec l'Opéra de Pékin en 7 langues. Et chaque fois qu'on a fait ces créations, tout le monde me disait mais comment les gens vont-ils comprendre Harlequin navigue en Chine, on l'a présenté au Festival d'Avignon, dans le cadre du Festival d'Avignon, et ça avait très très bien fonctionné. Le public comprenait parfaitement ce que nous voulions faire passer. Et puis, pour aller vite, je me suis retrouvé avec un lieu à Lyon. On a créé un lieu qu'on appelait un îlot artistique urbain ou un nouveau territoire de l'art. Donc non pas un lieu voulu par une collectivité, mais par des artistes. Et dans ce lieu, la Direction régionale des affaires culturelles et d'autres collectivités m'ont proposé en 2003 de créer une manifestation autour de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et là, j'ai découvert, et avec grand plaisir, le fait de créer cette manifestation qu'on a appelée « Les 10 mots font la fête ». Et c'est ce qui m'a donné envie d'essayer de présenter la diversité des Français que j'avais rencontrés dans le monde. Des Français en tant que langue. Puisqu'en fait, moi, je connaissais un peu la francophonie. Bon, j'avais lu Aimé Césaire ou d'autres auteurs qui m'avaient stupéfait avec Le Retour au pays natal, enfin, etc. Mais c'est vrai que tous les voyages que j'avais fait dans le monde m'ont fait rencontrer d'autres Français, d'autres façons de s'exprimer en français, et j'avais trouvé ça formidable. Et quand on a fait cette manifestation, je me suis aperçu qu'à Lyon, en faisant cette manifestation, on faisait la part belle à une certaine forme de diversité du français, mais français, c'est-à-dire de France. Et là, je me suis interrogé, je me suis dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas faire abstraction de l'ensemble de ces Français que j'ai rencontrés dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai écrit rapidement une phrase qui dit « Aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui ».
Cette phrase, ça a été le fondement de cette structure qui s'appelle la Caravane des 10 mots. Et on a partagé avec des équipes dans une soixantaine de pays dans le monde ce projet autour de fameux 10 mots de la semaine de langue française pour essayer de faire émerger le fait qu'on partage effectivement une langue, mais on a du mal à comprendre qu'est-ce que veut dire partager, c'est-à-dire que l'autre apporte quelque chose et que cette chose qu'il nous apporte, ces différentes visions de ces mots, font une aire linguistique en fait qui s'appelle la francophonie, et que cette aire linguistique, elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde et non pas à la France. Et bon, en travaillant là-dessus, je me suis posé des questions parce qu'en France, souvent, on dit faire de la francophonie en France, ça n'intéresse personne parce qu'en fait, les Français ne se sentent pas francophones. En fait, c'est vrai que souvent, la francophonie, ça rassemble les gens qui sont locuteurs de français en dehors de la France. Or, nous, on a un hexagone, mais aussi on a des territoires, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Et là, par contre, cette francophonie résonne déjà beaucoup plus rapidement. Alors, je me suis dit, avec un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices, et puis un certain nombre de professionnels des langues, des chercheurs, des fonctionnaires de différents établissements publics. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer une manifestation autour des langues? Donc on a commencé à créer un premier projet qui s'appelait le Forum des langues du monde à Lyon, mais où très très vite je me suis aperçu qu'on était plutôt dans une présentation, je dirais, touristique ou folklorique des langues. C'est-à-dire où on essayait de montrer qu'en fait en Turquie on mangeait des loukoums et que ça c'était la spécificité de la langue turque. J'étais très déçu, je vous le dis vite, hein, comme ça, mais ça m'a pas convenu du tout. Je me suis dit non, là on part sur vraiment une très mauvaise piste. Et donc on a arrêté, puis on a repensé le projet, on a travaillé pendant 2 ans, puis on a lancé notre première biennale au mois de mars 2020. On vous dire que ça n'a pas fonctionné, hein, voilà, puisqu'on a eu une pandémie mondiale. Donc on l'a refait en numérique en 21, puisqu'on a eu l'interdiction de la préfecture de faire encore notre manifestation. Et puis en mai 2022, effectivement, on a lancé donc cette première biennale des langues à Lyon. Mais là, je vais laisser la parole à Maude, peut-être, pour nous la présenter. Alors, moi, je suis totalement extérieure au comité d'organisation à l'époque de la première biennale in vivo, on va dire, à Lyon. J'interviens parce que Thierry m'a invité. Et je découvre une mise en scène, une scénographie ouverte dans la cour du Centre Berthelot, qui est un lieu quand même éminemment historique et peut-être politique aussi de Lyon, on va en reparler. Un lieu ouvert, un peu foutraque, un peu festif, avec beaucoup de propositions. Où je me dis, ben voilà, c'est un lieu où on se rencontre en parlant. C'est déjà, je trouve assez important, notamment dans le milieu de la culture, tout comme dans le milieu académique, où souvent c'est en écoutant quand même qu'on se rencontre. Là, c'est vraiment un lieu où ça parle de tous les côtés, beaucoup, un nombre assez foisonnant de langues et de discours notamment. On va en parler juste après. Donc cette approche de la biennale est pour moi très intéressante parce qu'elle est plurielle et que ça se tripote un peu du point de vue du discours, hein. On n'est pas forcément d'accord. On ose débattre, ce sont des tables rondes où on discute, tout ça étant transmis sur YouTube en même temps, ça pose des questions de légitimité, mais au moins on se pose des questions et on rencontre les langues et les cultures des gens qui sont d'accord pour discuter. Et on parle là d'anciens ministres, on parle d'élèves, on parle d'enseignants, on parle de militants associatifs, on parle de personnes en situation d'exil et de familles qui passent par là et qui trouvent le lieu et les couleurs assez intéressants. C'est un projet que j'ai aimé aussi parce qu'il a été construit en collaboration. J'ai mis un S à collaboration parce que Thierry, dans son approche conviviale de la manifestation culturelle, il met tout le monde à la table et tout le monde a une place qu'il décide d'avoir. Donc cette année, c'était organisé en pavillon, structuré autour de la grande tente que vous voyez là derrière le drapeau. Ces pavillons étaient tenus par des volontaires, des militants associatifs, des chercheurs, des gens qui présentaient des outils, qui présentaient des questions. Par exemple, est-ce qu'on voit les couleurs de la même façon dans le monde ou est-ce qu'on a une autre façon de les nommer? Qu'est-ce qui construit notre vision du monde? Donc ça, voilà, la biennale pour nous, en tout cas pour moi, de l'extérieur, c'est devenu cela et c'est ce qu'on a raconté dans le bilan. Et c'est une certaine vision du monde, au sens non pas théorique, mais au sens de construisons-le ensemble puisqu'on est tous là.
Et qui sommes-nous pour ne pas le construire, en fait? C'est un peu difficile de passer derrière vous, Maurice, sur la question du rêve, mais je pense que justement ces espaces publics tenus par l'ensemble de la société civile au sens politique du terme, de la cité, sont encore peut-être des espaces où on peut rêver et où on peut peut-être faire s'ériger des choses dans l'instant qui pourraient peut-être faire trace ailleurs. Parce qu'on n'a pas tous, je pense, la chance d'avoir connu un grand voyage qui descend. C'est mon cas, moi je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. Voilà. J'ai appelé mon fils Côme à cause du cosmos, non pas parce que c'était le centre du monde, mais parce que je voulais qu'il ait une sorte de vision de la cosmogonie quand même. Et moi, les Indiens que j'ai rencontrés sont des Indiens mexicains. Mais la vision du monde est la même. Mais ces grands voyages qui descendent aujourd'hui, qui peut encore les partager si facilement que nous? On est quand même très privilégiés. Donc voilà, je pense que ces espaces publics, en ville, n'importe quel territoire on a, et on peut les occuper avec une certaine vision du monde qui rassemble. Je passe à la diapositive suivante. C'est toi, Thierry, qui parle du programme. Alors, dans cette histoire de biennale, comme vous avez pu le voir sur l'image, c'était donc un village pour représenter la cité. Le fait que comment faire entendre ou faire résonner, faire rêver. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit l'avenir d'une façon pessimiste, positive, pardon. Je pense vraiment, moi, je suis. Moi, vous savez, il y a une personne qui est passée l'autre jour qui a mis une citation de Coluche. Qui date de 83, je crois, pour être exact, cette dame-là. Il y a partout où je suis allé, les gens ils parlent d'une façon étrange ou étranger, un nouvel étranger. Coluche disait aussi, moi j'aime pas les Arabes, à part Mohamed. Mais parce que Mohamed, c'est pas un Arabe, c'est son voisin d'abord. Vous voyez, moi je suis très coluchien dans l'âme, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois dans mon existence et je suis vraiment dans cette idée que le monde peut se construire ensemble et que même si effectivement l'Homo sapiens a eu peut-être des travers, on peut encore rêver. En tout cas, moi je suis, voilà, j'aimerais rêver jusqu'à la fin et faire Parlez rêver. de la programmation. Alors je parle de la programmation. Donc on a fait un village et dans ce village, donc on a fait plusieurs pavillons. Chaque pavillon étant un essai pour nous, parce que cette première biennale était un essai, hein, une façon d'entrer dans les langues. Hein. Donc il y avait pavillon langue et expression, langue et éducation. Ce que j'ai souvent entendu parler de l'éducation dans le système scolaire, mais je pense qu'on apprend tout au long de sa vie. Hein. Donc du coup, on pourrait peut-être s'imaginer qu'on peut apprendre des langues jusqu'à la fin de son existence. Il y avait le pavillon langue et société, comment la langue aussi est dans la société, au niveau économique, au niveau des nouvelles technologies. On a entendu parler ce matin, c'est très très belle introduction avec François là, tout à l'heure. Cette façon de transformer le langage dans l'écriture, on l'a entendu, et c'est important pour l'avenir. Voilà, donc plusieurs pavillons. Ensuite, je ne vois pas très bien, moi, parce que là... C'est les résidences d'artistes avec les milieux scolaires. Voilà, alors après, pour préparer cette biennale, en fait, on a demandé à des artistes, hein, parce que, comme vous avez compris, c'est ma profession, en tout cas, c'est mon quotidien, de prendre des artistes pour essayer d'accompagner des élèves à travailler sur cette histoire des langues dans les établissements scolaires, sur des résidences pendant 6 ou 8 mois, qui venaient à la fin, dans le cadre de cette biennale, présenter le travail qu'ils avaient fait avec ces artistes et le corps enseignant. Et ce qui fait que dans ce pavillon expression, on a eu la population, hein, les citoyens, qui venaient s'exprimer sur leur rapport eux-mêmes à leur langue ou aux langues qu'ils avaient, aux projets qu'ils avaient travaillé. Donc on a eu un projet avec des femmes afghanes, qui est venu avec un big boxer, parce que le big box c'est aussi une façon de travailler sa langue, en tout cas l'organe carrément, et puis voilà. On a eu un plasticien, on a eu des gens de théâtre, parce que toutes les disciplines pour moi sont intéressantes dans le fait d'aller explorer ce que nous ressentons par rapport aux langues. Nous avons eu du slam, évidemment, et puis sous le pavillon, donc un certain nombre de conférenciers, des gens qui étaient donc des doctorants, des chercheurs, des politiques linguistiques, mais aussi
des gens qui travaillent sur les politiques, comme on l'a dit. Il y a eu M. Jacques Toubon, par exemple, qui est venu parler avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui est quelqu'un qui a tenu des propos qui étaient fort intéressants, même si des fois ça peut paraître... Moi, je suis pour la pluralité, donc je pense que tout le monde doit s'exprimer pour essayer de voir si on peut faire des choses ensemble. Et puis, nous avons aussi un pavillon boutique, comme je le dis. Alors, on ne sait pas comment on l'appellera plus tard, mais là, c'était un essai. Pavillon boutique, vous savez, quand vous allez dans un musée, quand vous partez chez les Indiens, moi j'ai fait beaucoup de voyages en Amérique du Nord, on a toujours tendance à vouloir vous revenir avec quelque chose qui appartient à ces personnes. Donc, vous allez voir un musée Picasso, ben, on peut vous vendre, je sais pas moi, une écharpe Picasso, etc. Alors, nous, on avait fait un pavillon boutique pour essayer de voir si on pouvait repartir avec quelque chose ou pas. Alors, il y a du savoir, et après, il y a de l'expression. Donc, du coup, on essaiera d'affiner. Mais voilà, grosso modo, très vite tracé, le programme de cette biennale. Voilà. 4 jours, pardon, si vous voulez en 2 jours plus, scolaires. Vous flashez le code et Ah bah tout oui, vous sera pardon. raconté. Alors sachez, quand même je le dis, que le site internet est un petit peu en cours de révolution, donc il n'est pas hyper clair, mais en tout cas vous arriverez sur le programme si vous y allez, et sinon vous prendrez le bilan. Alors une fois qu'on a fait un très beau programme comme ça, et quand on s'est mis à rédiger le bilan avec Thierry, je lui dis d'accord, tu fais une biennale des langues, mais quelle langue et combien de langues, c'est-à-dire? Et on a cherché. On a beaucoup cherché et on en a trouvé 85, ce qui est un score, je dirais, assez intéressant, qui correspond à 2 langues près, je crois, à ce qui avait été exploré lors d'un projet qui a été mené dans le collège, littéralement situé à 200 mètres de la cour de Berthelot, où le recteur était assez heureux, en tout cas enthousiasmé, à l'idée de voir que 87 langues étaient parlées dans ce collège. Mais en réalité, c'est une situation, on va dire, sociolinguistique totalement standard en France, on pourrait le dire, en tout cas dans une grande ville comme Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette liste de langues? Alors la première tentation, parce qu'on aime bien en communication les enjeux visuels, consiste à en produire une cartographie, alors que c'est quand même, je dirais, une hérésie conceptuelle. C'est pour ça que je l'ai mis de travers. Moi, je la trouve belle parce qu'on voit quand même que les locuteurs pourraient, en théorie, venir des 4 coins du monde. Voilà, c'est une carte... qui montre toutes les limites qu'on a à penser la question du plurilinguisme au sein d'un territoire qui est la France ou nous-mêmes, enfin je veux dire Lyon, la cour du centre Berthelot, 85 langues, qui originellement, éventuellement, auraient pu venir des États qui sont colorés devant vous. Donc c'est un point de départ, cette biennale. On n'est pas venu vous raconter tout ce qu'on a fait, on est venu plutôt vous exposer ce qu'on voudrait en faire dans la suite, puisque la prochaine aura lieu en 2024. Donc oui, vous pouvez vous promener avec le bilan, qui, comme il est très beau, pèse un petit peu lourd. Donc voilà, également un petit flashcode, si vous avez envie de savoir exactement qui y était, et qui aurait envie d'y revenir, et comment vous pourriez peut-être collaborer avec nous, voilà. J'ai entendu beaucoup de choses dans cette biennale, beaucoup de choses dans ce colloque, beaucoup de choses dans les différentes... conférences qu'on a eues, et ça nous a fait réfléchir avec Thierry sur quel est le point de vue. Faut-il avoir un point de vue sur la diversité des langues et des cultures? Oui. Enfin, c'est le mien. En tout cas, des fois, on n'a pas le même. Hein, on est là aussi pour ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait? Il y a beaucoup de manifestations pour saluer la diversité, et puis c'est comme si on avait payé... le prix, voilà, on a applaudi, on est content, puis on passe à autre chose et on continue avec nos processus volontaires, inconscients ou conscients, de discrimination de l'autre par peur, par méconnaissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'ai mis plein de mots-clés, voilà, on aide à s'approprier, on aide à inclure, on transforme, on sublime, on veut apprendre, on veut émouvoir, on veut célébrer, on veut connaître, etc. Bon, je me demande si on ne va pas faire un pavillon inapproprié l'année prochaine. Enfin, j'ai très envie de regarder ce qui est inapproprié. Donc en gros, la posture, c'est bon, on est entre deux, il se trouve que le territoire le figure, et nous, on voudrait travailler sur le avec, sans forcément apprendre. Moi, j'ai pas envie d'apprendre toutes les langues du monde, honnêtement, mon cerveau ne pourrait pas, il est épuisé rien que de l'imaginer, mais par contre, je peux apprendre une situation, où je peux m'inscrire dans une situation d'embrasser les langues de l'autre. Vous parlez de la langue organe. Je suis parfaitement d'accord avec cette image qu'on oublie aussi. Donc ce point de vue, c'est le point de vue de l'ascenseur. Alors le logo est très moche, mon ordinateur n'était pas équipé d'un logo plus beau, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la circularité de la connaissance. Oui, les chercheurs la documentent, mais elle revient quand même aussi du terrain. Un chercheur sans terrain s'ennuie quand même mortellement, je pense, hein, du peu que je sais, parce que je ne suis pas encore totalement chercheuse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut circulariser ces questions-là, et comment, au lieu de partir sur des
points de vue de ces langues sont tues, de les faire entendre et de les montrer, mais ça ne suffit pas. Au lieu de se poser la question de tordre, souvent dans les questions notamment de littérature ou d'interpreneuriat, on se pose la question de j'ai dû tordre la langue française pour arriver à s'y... Mais en fait, c'est pas la tordre, c'est la faire vivre. Enfin, je veux dire, les figures de style et la licence poétique, c'est l'alimentaire de stock. Enfin, je veux dire, c'est la base du style et c'est ça l'art. Donc moi, j'aime cette question de la torsion, mais je l'appelle plutôt la reliance ou la liaison, et je ne suis pas la seule. La question, c'est connaître. Alors oui, je pourrais connaître comment fonctionne le système grammatical du tamoul ou m'émouvoir de tel ou tel ordonnancement des mots dans telle ou telle langue, mais moi, ce que j'aime, c'est comment cette question de partager fait que tu reconnais l'autre dans son statut de locuteur, non pas de locuteur d'une langue, mais de sujet, personne qui te parle dans cette langue, la langue qui nous a bercés, ou pas, par exemple. Moi, j'ai des affinités avec une langue qui n'est pas forcément ma langue maternelle. La question de l'exposition, dans la question culturelle, on ça pose beaucoup. Est-ce que c'est pas vulnérabiliser davantage des gens qui sont déjà vulnérables, mais ils sont vulnérables dans la société qui les accueille? En fait, ils ne sont pas vulnérables intrinsèquement. Donc, les exposer, pour les exposer, c'est-à-dire, toi, tu viens de tel pays et tu es passé par la Libye et vraiment, tu peux peut-être nous partager ton témoignage. Non, ça, c'est pas de l'art. L'art, c'est, enfin, sauf si on décide que ça le devient, mais ces performances-là, c'est pas les performances vers lesquelles nous voulons tendre. La question de l'exposition, oui, mais quand on fait de l'art, on construit, et on construit en particulier des traces et des œuvres qui peuvent ensuite être reçues par d'autres, et on travaille cette circularité dans l'autre sens. Je vous ai mis des petites photos, hein, évidemment l'inclusion vous la connaissez. Le petit panneau là qui circulait beaucoup pendant le confinement me fait quand même beaucoup penser à est-ce qu'on se sent légitime à être dans l'espace public aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir avec le confinement. Et puis le petit mot apprendre une langue, ce n'est pas que la lire et l'écrire, c'est la vivre, qui nous a été donné par les participants, parce que ce qu'on aimerait développer, vous avez vu, nous avez vu toute la semaine avec nos petites cartes en bas, on continue à poser ces questions, et j'adorerais pouvoir vous montrer quelques réponses, notamment reçues en contexte de festival à Lyon. Tu veux prendre la parole ou je continue ? Alors, certains d'entre vous nous ont demandé les cartes en PDF pour les utiliser en cours ou pour les distribuer. Et évidemment, servez-vous. Alors, on a fait un petit flashcode parce qu'on les a remises sur le site. Et on adorerait qu'elles circulent et qu'on reçoive des points de vue qui sont des représentations, mais qui nourrissent, je pense, beaucoup de choses. Je vous en ai mis quelques-unes qui figurent dans notre bilan. Et j'ai barré volontairement le mot conclusion, puisqu'on ne va pas conclure, on voudrait développer ensemble des perspectives. Dans une école primaire, une élève répond au festival, hein, où parle-t-on la langue de bois? Tout naturellement, on la parle dans la forêt. C'est tellement vrai. Est-ce que traduire, c'est trahir? Question de grand. Un élève qui répond non, non, c'est partager. Et je trouve que la sagesse des adolescents en situation libre, de cheminer librement dans un espace ouvert, est beaucoup plus... assez pertinente en fait, je ne dirais pas plus pertinente que les autres, mais une langue morte peut-elle revivre? Cet élève raconte que oui, ça dépend comment, et à la fin elle dit suffit de la remettre sur notre langue, et puis elle me fait le petit dessin de la langue morte qui revit sur ma langue. Je trouve que c'est aussi assez vrai. Pourquoi les accents existent-ils? Parce que sinon le monde serait trop facile. Il n'y aurait pas assez de couleurs, sans doute, qu'on ne veut pas d'un monde en noir et blanc. Et puis la dernière, qui nous a été offerte par un élève de Côte d'Ivoire. Et ta langue, elle vaut quoi? Elle vaut mieux. Eh bien, je veux dire, c'est assez vrai quand même. Donc ces questions-là, on veut les collecter, non pas pour en faire une collection, mais pour les soumettre ensuite au regard de chercheurs, au regard d'artistes, parce que les deux vont se compléter. Et moi, je crois fermement encore en la possibilité d'une recherche, action, création collective qui irrigue l'espace social, mais surtout qui vienne de l'espace social. Donc, comment ? Oui, on a fini. Enfin, je termine juste sur le fait que cette relation, elle est fragile. Vous voyez un petit élève là, qui écoute des poèmes en langue première dans un téléphone, et sur le téléphone, en bas, on ne voit pas bien, mais il y a écrit fragile. Mais ce n'est pas trop le téléphone qui est fragile, c'est, je pense, la situation d'écoute de ces langues étrangères qui est fragile, et que voilà, les artistes ont encore ce pouvoir d'utiliser la licence poétique comme ils le souhaitent. Pour conclure, on avait envie de... Ça m'a beaucoup touché que le mot de passe du Wi-Fi ici soit le début d'un vers d'Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Et en fait, il est illustré sur Internet de façon très jolie. Il y a énormément d'artistes qui sont pensés sur la question. Mais c'est aussi un chemin de funambule. Hein. Il faut faire attention à comment on fait les choses. Et ça ne peut pas se faire seul. Il faut vraiment que ça se fasse en collectif, je pense. Et l'idée, à l'endroit où on est, en toute humilité, c'est de
de créer des chemins, et on verra bien où est-ce qu'ils nous mènent, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est ça l'imprévu de la création, et de matérialiser ce patrimoine immatériel dont on a beaucoup parlé cette semaine, qui mériterait de figurer dans au moins une grande œuvre ou plusieurs grandes œuvres. Voilà. Et puis pour ouvrir, j'ai pensé cette semaine aussi à cet ouvrage qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, le Dictionnaire fou du corps, qui est un dictionnaire qui a été fait avec des linguistes, des scientifiques et une artiste, et qui nous présente ici un homme en kit à monter soi-même. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un homme en kit à monter soi-même s'il n'a pas un corps vivant, des langues, de plusieurs langues dans la tête et dans les oreilles. Voilà, est-ce que c'est un monde... voilà, c'est un peu comme les ordinateurs qui traduisent. Voilà, cet homme en kit à monter soi-même, je le vois un peu comme ça. Et qui, en quatrième de couverture, dit... Intérieur, part cachée du corps dont la peau est l'enveloppe, l'intérieur du corps, le dedans, les entrailles. Aménagement intérieur du corps, un intérieur bien tenu, boyau rangé, estomac briqué, intestin plié, diaphragme borde, eau blanc et vernis, rideau aux poumons. Fort intérieur, boîte noire de lettres où se tient l'intime conviction, voix intérieure qui résonne en nous et nous guide pour le meilleur ou pour le pire. J'avais envie de... Voilà, je pense que les élèves aimeraient beaucoup travailler sur ce type d'objet également. Je te laisse le dernier mot. Merci. Merci beaucoup, Maud. Alors, juste en conclusion, voilà, ce projet-là, on va aller le présenter à Alexandrie, en Égypte. On va essayer d'aller le présenter au Sénégal l'année prochaine, et puis au Nouveau-Brunswick, en Amérique du Nord, puis j'espère aussi en Amérique du Sud. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut faire résonner cette manifestation pour faire vivre ces nombreuses langues qu'on entend au quotidien dans nos rues, par exemple sur notre territoire français. Oui? Une question, alors, parce que je crois qu'on n'a pas Laura, mais... Allez-y. Donc, je disais que mon pays natal, c'est Aotearoa, le pays du long nuage blanc, et il s'agit du maori, qui est bien une langue officielle de Nouvelle-Zélande. Alors, ce serait super si vous pouviez l'ajouter, ainsi peut-être que quelques langues autochtones de l'Australie, parce que je vois la couleur verte et je me dis que cela doit correspondre à l'anglais, mais il y a plus que l'anglais. Ah mais tout à fait. Alors là, on a juste... Merci beaucoup. Mais en fait, ces cartes, moi je partage avec vous l'immense frustration sur la question. Là, c'est les langues qui ont résonné au moment du festival. Donc c'est pas évidemment sinon il y aurait beaucoup plus de langues ici, bien sûr. Oui, oui. Merci. Je crois qu'il faut terminer. Donc du coup, on est là pour discuter. Voilà. Il y a le cocktail tout à l'heure, on pourra continuer la conversation. Et donc, monsieur le directeur général... Javier de Cosruis, je crois, est arrivé, et donc nous allons pouvoir clore ces assises. Alors, j'en profite en attendant pour vous dire que sur le site de l'Observatoire, il y a toujours une citation. Alors, Michel Serres a été plusieurs fois cité, et que les langues indigènes comprennent la compréhension du monde de nos ancêtres, actuellement, est la citation qui est reprise sur le site de l'OEP. Bon. Alors. Bon, silence.
Sí, buenos días. Comenzamos la sesión correspondiente a la clausura de estos encuentros. Cedo la palabra al profesor doctor don José María García Martín, catedrático de Lengua Española de esta universidad. Buenos días, muchas gracias. Para mí es tanto un placer como un honor poder dirigirme a los miembros de estos sextos encuentros europeos sobre el plurilingüismo. Aquí se han discutido las relaciones entre dos tipos de conceptos básicos: universalidad por un lado, diversidad por otro, monolingüismo por un lado, plurilingüismo por otro, con sus consecuencias con respecto a otras nociones igualmente importantes, tales como identidad, vocación intercultural, etc. Desde diversos puntos de vista se han analizado las relaciones entre esos conceptos y sus plasmaciones. Es decir, este coloquio no se ha quedado en cuestiones puramente teóricas, y ello tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista de algunos elementos particulares, en concreto la realidad africana. Muchas gracias por sus trabajos y enhorabuena por su precisión y la visión tan inteligente e interesante de los participantes sobre cuestiones tan actuales y difíciles en el mundo que vivimos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, querido José María. Cedo a continuación la palabra al profesor doctor don José Carlos Herrera, catedrático emérito de la Universidad Paris-Cité. Bien, muchas gracias. Como decía en la inauguración de los encuentros el miércoles, y puedo volver a repetirlo, es un placer para mí encontrarme en esta mañana hoy soleada, porque el otro día cayó un pequeño chaparrón antes de abrir los encuentros, en este aula magna de la Universidad de Cádiz. Llega el momento de hacer un balance de estas jornadas intensas que hemos vivido juntos. Globalmente, podemos considerar que el balance es positivo, y si es positivo lo es gracias a vuestras comunicaciones, gracias a vuestras ponencias, a vuestra disponibilidad para moderar las mesas, a vuestras preguntas, a los interesantes debates que se han producido e intercambio de ideas en este foro. Gracias finalmente a vuestra presencia, y por ello quería darles las gracias a todos. Quisiera también, para terminar, dar las gracias a todos los que han hecho posible la celebración de estos sextos encuentros europeos sobre plurilingüismo desde aquí, desde la Universidad de Cádiz. Al personal técnico, informáticos y personal de sonido,
Es cierto que ha habido algunos pequeños problemas, pero la técnica es algo complejo y quizás a la hora de programar ciertas cosas hemos admitido desde el punto de vista de los organizadores demasiadas excepciones, vídeos que podían llegar 5 minutos antes de que la persona tuviera que presentarse, transparencias que se modificaban en el último minuto. Luego después es cierto que los medios audiovisuales de esta aula magna son magníficos, pero al mismo tiempo hay que saber utilizarlos bien y nosotros no siempre tenemos esa capacidad. En algunos momentos se han programado cosas que después ha llegado alguien al atril, ha tocado a 2 botones y ha quedado todo desprogramado. En fin, yo les pido también disculpas por esos pequeños fallos. En todo caso, el personal técnico de la universidad yo creo que ha estado muy al nivel y muy a la altura y siempre muy disponible. Gracias también a la posibilidad de que hayan salido bien estos encuentros, lo debemos también en parte a la interpretación que se ha realizado. Quería felicitar también a nuestras intérpretes. Yo no he tenido ocasión de verificar, pero porque la traducción al francés o al español no me era necesaria, pero en todo caso los ecos que he tenido han sido buenos y todo el mundo ha comprendido perfectamente y ha seguido muy bien todas las intervenciones que ha habido aquí. Quisiera también dar las gracias a las autoridades académicas, al magnífico señor rector que vino a inaugurar los encuentros y también, por supuesto, al director general de Política Lingüística, que está aquí presente, y también en particular al profesor doctor don José María García Martín, con quien llevo ya muchos años colaborando y esperando que podamos seguir trabajando en nuevos proyectos. Y también querría darle las gracias particularmente a la principal colaboradora del profesor José María García Martín, María Mosenko, que se ha ocupado de toda una serie de cosas que no se ven forzosamente, pero que eran indispensables para poder organizar estos encuentros. Y por ello le quiero también dar las gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra a continuación don Christian Tremblay, presidente del Observatorio Europeo del Plurilingüismo. Cuando quiera. Gracias. Je ne vais pas reprendre par le détail l'analyse que vient de faire José Carlos Herreras et tous les remerciements qu'il a distribués. Je vais les renouveler, bien évidemment. Pour tous les intervenants, tous les participants non intervenants, pour les équipes techniques, les interprètes, toute l'université, les équipes de l'université qui se sont véritablement mobilisées pour cette organisation. Vous avez compris que les assises, finalement, c'est pas un simple séminaire, hein. Et donc, il y a énormément d'éléments qui interviennent pour arriver à la réaliser, je dirais, et remplir le contrat. Et de ce point de vue-là, je vous livre tout de suite mon propre sentiment. Je pense que le contrat des assises a été rempli. Nous avons choisi un sujet qui n'était pas
tellement simple et qui était aussi en étroite relation avec l'actualité, parfois la plus brûlante aujourd'hui. Et je crois que la thématique de la diversité et de l'universalité est intervenue dans les exposés un petit peu sous la forme d'une sorte de leitmotiv, hein, ce qui fait que finalement, je crois qu'on a traité beaucoup le sujet et sans tomber dans les travers, bien évidemment, des discours qu'on pourrait entendre dans d'autres lieux. Et ce que je voudrais souligner, c'est que les thèmes que l'on prend dans les assises sont toujours des thèmes assez fondamentaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les assises tous les ans. Non seulement c'est compliqué à mettre en place, mais en plus, ça n'est absolument pas nécessaire. Il faut digérer, il faut déjà préparer, et ensuite, il faut digérer tout le travail commun qui s'est fait. Alors, je vous rappelle que les précédentes assises en 2019, à Bucarest, portaient sur le plurilinguisme dans le développement durable. Parce qu'on avait le sentiment quand même que la question linguistique et la question culturelle n'étaient pas tout à fait à leur place dans le développement durable. Et pourtant, elle est extrêmement forte en réalité. Donc il y a une sorte de non-dit dans ce domaine qu'il fallait corriger. Avant ça, à Bruxelles, on avait parlé de la créativité, le plurilinguisme et la créativité. Encore un grand sujet. Et avant ça, c'était à Rome, on avait parlé du plurilinguisme, les langues au-delà des frontières. Hein. Bon, 2 points, le plurilinguisme. C'était pour dire que les frontières existaient, mais qu'elles étaient ouvertes et fermées. Hein, et c'était une source d'échange aussi. Donc voilà, ces réflexions-là, donc on n'a pas encore décidé des prochaines, bien évidemment, mais on y réfléchit déjà. Hein. Donc en tout cas... oui, puis il y avait quand même un saut qualitatif qu'on a opéré cette année, hein, qui est peut-être un produit de la crise du Covid que nous avons traversée. C'est que pour la première fois, on est à la fois en présentiel et aussi en distanciel, ce qui veut dire que tout ce qui s'est dit ici a été enregistré en son et en image, et que tous les documents, les présentations qui ont été faites seront disponibles, bien sûr après que tous les auteurs auront confirmé que c'est bien la dernière version et qu'ils sont bien d'accord pour les publier, mais que tous les enregistrements seront aussi disponibles dans les meilleurs délais possibles. Voilà. Et cela, non seulement sur le site de l'OEP, peut-être d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais sur le site de l'université, et aussi dans les annexes en fait du site de l'Observatoire, que sont certains réseaux sociaux. Voilà, donc nous allons faire le maximum pour que cette réflexion fondamentale qui a été conduite, avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences, continue au-delà de cette enceinte. Voilà. Et merci à tous. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días de nuevo, distinguido público, ponentes, asistentes, organizadores que están en primera línea y también los que están en segunda línea, no como auxiliares, sino como sustento fundamental para que un evento, una actividad como esta llegue a buen puerto. Buenos días. Tras unos días de intensa actividad, ha llegado el momento de la despedida, de entonar un hasta la próxima, de brindar por lo conseguido y de desear éxito en el futuro. Ha sido un honor para la Universidad de Cádiz haber acogido estos 6º encuentros europeos sobre plurilingüismo. Quiero expresar, por tanto, nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la Universidad de Cádiz al Observatorio Europeo sobre el Plurilingüismo por haber encumbrado a Cádiz, gracias en buena medida a la iniciativa de mi querido profesor y maestro José María,
por haber encumbrado, digo, a Cádiz al puesto privilegiado que antes ocuparon París, Berlín, Roma, Bruselas y Bucarest. Felicito a la organización por el éxito académico de las jornadas y espero que todos hayan disfrutado durante estos días del atractivo histórico y cultural, de las bondades del clima, excepción hecha de ese miércoles lluvioso, por otra parte, necesario, muy necesario, como bien sabemos, y del carácter de las gentes de una ciudad como Cádiz, trimilenaria y hospitalaria. Una ciudad cuya sociedad se ha unido sin fisuras, sin grietas, para promover la candidatura a ser sede del Congreso de la Lengua Española de 2025. Una ciudad que, como sabemos, ha sido protagonista importante en la historia de la lengua española, con un papel crucial en los siglos XVIII y XIX, puente de unión entre la península y América. Una ciudad que siente su modalidad lingüística del español como seña de identidad. En este sentido, permítanme que cuente una anécdota. Esta semana, precisamente, nos sorprendía, e incluso yo diría que a muchos nos entristecía, la noticia del cambio de nombre de un establecimiento, una conocida popularmente como hamburguesería, situada en la calle Sagasta. Esa hamburguesería se llamaba McDonald's. Así ha sido durante más de 30 años, imitando, cruzando la fonética dialectal con la etimología popular, imitando, como digo, el nombre de la famosa cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's. Pues bien, esta semana, presionados, al parecer, por el equipo jurídico, el equipo de abogados de esta multinacional, han cambiado el nombre, un nombre pues que, como digo, McDonald's simboliza, es un elemento que simboliza ese modo de hablar particular de las gentes de Cádiz. Desde la Dirección General de Política Lingüística, que represento, aportamos igualmente nuestro granito de arena al plurilingüismo por varias vías. De fuera hacia adentro, potenciando la internacionalización en casa, por una parte, a través de un programa de lectorados de idiomas entrantes, árabe, alemán, francés e inglés, que este curso cuenta con 19 lectores repartidos en 7 centros más 2 extensiones. Y por otra, con programas de ayudas para la formación y la acreditación idiomáticas del profesorado de la universidad. Desde dentro hacia afuera, con la proyección internacional encarnada en el programa de lectorados de español salientes en Europa del Este y Asia Central, concretamente en Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, con 7 lectores actualmente. Asimismo, en el ámbito de la enseñanza no reglada de idiomas, seguimos en el Centro Superior de Lenguas Modernas, como hace 20 años, este año, se cumple el 20 aniversario del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad, seguimos, como digo, con la promoción del estudio y el aprendizaje de idiomas modernos, árabe marroquí, alemán, francés, italiano, inglés, portugués, ruso, además del español como lengua extranjera y de la lengua española, de la lengua de signos española. Con la firme convicción del valor de la empresa a la que el Observatorio Europeo dedica sus esfuerzos y desvelos, con la mirada puesta en la defensa de la pluralidad de lenguas y culturas como herramientas para la paz, la concordia y la solidaridad entre los pueblos, y con los mejores deseos de buena salud y suerte para la próxima cita, declaro clausurados estos 6º encuentros europeos sobre el plurilingüismo. Muchas gracias.
on se retrouve au cocktail. C'est au rez-de-chaussée.